Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez tous les soirs en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une rotation ou en tout cas un élargissement peut-être des moteurs de performance sur les marchés actions. C'est un des sujets de cette fin d'année alors que les grands indices mondiaux battent de nouveaux records, que ce soit le MSCI All Country World Index ou encore le S&P 500 américain, mais avec une impulsion négative d'une certaine manière de la technologie américaine, en tout cas pas d'impulsion positive supplémentaire de la part de la tech américaine. Le Nasdaq d'ailleurs ne bat pas de nouveaux records au moment où on se parle. Est-ce que cet élargissement des moteurs de performance est une tendance qui va se poursuivre et se développer encore un peu plus au cours des prochains mois et au cours de l'année 2026, pour le dire ainsi? C'est une des questions qu'on pourra poser à nos invités de Planète Marché. Nous reviendrons également sur les dernières décisions monétaires qui viennent sceller cette année 2025, en commençant par celle de la Réserve fédérale américaine cette semaine, avec par ailleurs une autre décision importante qui n'est pas liée à la politique monétaire mais qui est plutôt liée à la question de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Le board de la Fed a décidé à l'unanimité de reconduire tous les présidents de Fed régionales qui souhaitaient rester à la tête de leur institution. Ainsi, le débat est tranché en avance. Ce vote avait encore quelques mois pour être conclu. Il a été conclu plus rapidement que prévu et écarte donc la question de l'indépendance, ou réduit en tout cas le risque sur l'indépendance de la Banque centrale. C'est un risque peut-être en moins également pour les parties longues de courbe de taux aux États-Unis. Voilà pour les quelques sujets du jour. Nous discuterons largement de la situation des marchés en cette fin d'année avec nos invités dans un instant. Puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous parlerons comme chaque mois de l'industrie ETF. Quelles sont les nouveautés, les dernières tendances en termes de flux, de collecte, en termes de lancement de nouveaux produits. C'est Olivier Maltès qui est avec nous chaque mois dans l'émission, le directeur des investissements d'Altéis, que nous retrouverons dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et les indices qui poursuivent leur rebond aujourd'hui. Oui, c'est une semaine qui se conclut sur une note positive. En Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont dans le vert. En France, le CAC 40 l'est aussi et évolue au-delà de 8100 points, poursuivant le rebond entamé hier dans le sillage de Wall Street. Hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux records. Aujourd'hui, ils ont ouvert en ordre dispersé. En Asie, le Nikkei et le Kospi ont clôturé en hausse de 1,5% et le Hang Seng de près de 2%. Que dire des marchés obligataires en cette fin de semaine, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se tend autour de 4,20%. Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,85% au cours de la séance. Le spread franco-allemand s'établit à environ 70 points de base. En Asie, le rendement japonais à 10 ans se tend à nouveau et évolue autour de 1,95%. Sur le marché d'échange, le dollar se stabilise avec un euro-dollar désormais à plus de 1,17. Enfin, l'argent inscrit un nouveau record autour de 65 $. L'or est au plus haut également et flirte avec ses précédents records. Assez peu de données macro pour cette séance, en attendant le déluge de données américaines qui vont ressortir du passé dans les prochains jours. On a quand même jeté un coup d'œil rapide à la croissance mensuelle du Royaume-Uni. Oui, pour le mois d'octobre, la croissance est en repli de 0,1% sur un mois, alors que les analystes attendaient une progression de 0,1%. Cette publication renforce les paris d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre de 25 points de base jeudi prochain. Bon, et puis les secondes lectures d'inflation pour différents pays de la zone euro n'ont pas apporté de grandes nouveautés. Non, rien à signaler. Les chiffres en France et en Allemagne sont conformes à la première estimation. En Espagne, en données harmonisées, l'inflation ressort légèrement supérieure aux attentes. Du côté des sociétés, on notera un peu de mouvement à prévoir au sein de l'indice vedette parisien CAC 40. Oui, à compter du 22 décembre, le groupe de BTP Eiffage prendra la place d'Edenred. Le cours d'Edenred a été chahuté ces dernières semaines sur fond de changements réglementaires au Brésil notamment. Le titre cède 40% depuis le début de l'année.
Et puis dans la grande tech américaine, Broadcom publiait hier soir ses résultats. Oui, l'entreprise fait état de résultats nettement supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre. Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice net a fait x4 et les revenus ont progressé de 25%. Malgré cela, Broadcom avertit que sa rentabilité pourrait s'effriter les prochains mois. Cette annonce intervient au lendemain de la chute de 10% du titre d'Oracle et des inquiétudes ravivées sur le montant des dépenses en IA. À l'ouverture, le titre Broadcom dévissait de 8%. Et puis le groupe Lululemon publiait également ses résultats. Le spécialiste des vêtements de sport fait état de revenus en hausse de 7% au-dessus des attentes du marché. En parallèle, le groupe annonce le départ de son directeur général à la fin du mois de janvier, alors que le titre chute de 50% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, il bondit de 13% dans les premiers échanges. Quel sera le programme, ou en tout cas les moments marquants de la semaine prochaine sur les marchés attendus, Pauline? La semaine prochaine sera rythmée par la décision monétaire de la Banque centrale européenne qui devrait opter pour le statu quo. On attend également les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon en fin de semaine. Aux États-Unis, on regardera aussi l'inflation du mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Benatia est avec nous, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Sébastien Paris-Sorvitz nous accompagne également, le directeur de la recherche de LBPAM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Et Alain Dubrul est à nos côtés, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là. Un mot peut-être partant de la décision de la Fed cette semaine. Nathalie, des enjeux et des perspectives de politique monétaire pour 2026, le marché est en train de prendre en considération l'idée que les baisses de taux sont derrière nous, modulo quelques ajustements possibles encore ici et là, et que 2026 sera une grande année de pause, voire de début de reprise de hausse de taux pour certaines banques centrales. Alors, on va Mister Market a parlé, voilà. Mister Market, oui, alors c'est surtout un repricing, notamment... alors bon, pour la BCE, on parle beaucoup du repricing depuis l'interview accordée par Isabelle Schnabel. Honnêtement, il faut faire un petit peu un graphique d'escroc pour avoir un mouvement très significatif. C'est 10 ou 15 points de base qu'on voit de plus pour fin 2026. Ouais. Oui, c'est pas une hausse entière qui est pricée par les marchés aujourd'hui, je rassure. Mais malgré tout, effectivement, ça a eu des conséquences notamment sur les taux longs allemands, ce qui était évoqué. Pour la Fed, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit, sans surprise, que le comité est divisé. Alors ça, elle nous l'a pas dit ouvertement, mais ça se voit notamment dans les dot plots. Elle nous a... Les révisions des prévisions économiques, c'est une combinaison un petit peu étonnante, où on a plus de croissance et un petit peu moins d'inflation. Un monde parfait. Un monde parfait. Alors, Powell, son discours n'était pas tout à fait celui d'un monde parfait. Il a dit d'abord, on n'en sait rien, et puis les données économiques qui vont arriver, elles seront sans doute pas d'une très grande qualité. Il va falloir attendre les chiffres de décembre, qui seront publiés en janvier. Et puis, il a aussi donné, à mon sens, davantage que d'habitude, ce qui apparaît à son analyse ou son sentiment personnel. Il a même parlé de sentiment, qu'à son avis, l'économie n'était pas en surchauffe, que le marché du travail ralentissait, pretty soft. Et il nous a reparlé de la courbe de Phillips. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la courbe de Phillips. On a ressorti du placard la courbe de Phillips. Et bim, elle revient donc que cette situation, selon lui, ne devrait pas aboutir à une inflation de type courbe de Phillips. D'accord. Oui, donc on ressort la courbe de Phillips pour tout de suite la réenterrer. Tout de suite la réenterrer. D'accord. Mais encore une fois, ça faisait longtemps que c'était sorti des commentaires et des débats. Donc bref, Powell, il veut bien continuer à baisser. Alors, il ne reste plus trop de temps pour continuer à baisser. Il y a 3 meetings encore sous sa présidence, je crois. C'est ça. Ça, oui. Ouais. Qui termine janvier, mars et avril, sans doute. Voilà, il finit mi-mai. Donc, continuer à baisser prudemment, sans doute pas dans l'immédiat, puisqu'on n'aura pas de données économiques probantes selon lui. Mais voilà, c'est l'idée, et d'ailleurs c'est comme ça que ça a été pris par le marché. C'est une fête. Alors, je ne suis pas persuadé que le message soit dovish en tant que tel, mais c'est vrai que ce qui était craint, c'était un hawkish cut, c'est une espèce d'oxymore, on baisse, mais on n'y croit pas. Là, on a l'impression qu'ils ont baissé tout en y croyant un peu, finalement. Bon.
quand bien même le marché, vous le disiez, pour d'autres banques centrales, mais pour la Fed, a réajusté là aussi les perspectives, les anticipations de baisse de taux qu'on pouvait avoir. La Fed, alors une estimation médiane qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose avec le niveau de dispersion qu'on a au sein du board, mais c'est une baisse en 2026 et une baisse encore en 2027. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce scénario développé par la Fed, là, partant notamment de l'idée que, alors on aura peut-être le meilleur des deux mondes en 2026, un peu plus de croissance, un peu moins d'inflation, après la petite bosse qu'il va falloir passer, c'est ça, au début de l'année 2026. Est-ce que ce scénario semble plausible en l'état actuel des connaissances, Sébastien? Le scénario est plausible. Ouais. Moi, je vois une Fed qui a donné au marché ce qu'il attendait. Tout le monde a changé. Nous, on était pour qu'il n'y ait pas de hausse. On était, beaucoup nous ont rejoints. On a été très nombreux à le penser. Et on a shifté il y a un mois et demi, en disant non, vu le discours de certains, et notamment il y a une semaine ou 2 semaines, Williams, qui a dit à la surprise général qu'il était pour une baisse des taux. Mais sur la base des fondamentaux, vous n'étiez pas forcément dans l'idée qu'il y avait la nécessité de baisser les taux à ce meeting-là. Non plus. Et la Fed non plus. Quand on voit ce qu'ils ont décidé, on voit bien qu'il y en a pas mal qui étaient pour ne rien faire. 2 seulement ont été assez courageux de le dire. Pour le voter. D'autres ont voulu suivre Monsieur Powell. Mais c'est pas très important. Au total, et comme on le dit ici, il faut retenir une chose. C'est une Fed qui soigne le marché. Elle veut maintenir des taux ou une direction qui soit... qui permettent en fait ce scénario de Goldilocks, comme on dit, où il y aura de la croissance, mais on va quand même regarder l'inflation. À ceci près que, et que ce soit sur les 2 facteurs essentiels là, qu'on suit, les 2 cibles, sur l'emploi et sur l'inflation, la trajectoire de l'un et l'autre est très difficile à prévoir. D'abord parce qu'on n'a pas de données depuis un certain temps, des vraies données. Donc le chômage, il a monté, on a 4,5%. On voit que la Fed dit on va très vite à l'équilibre, à 4,2, et aujourd'hui c'est l'équilibre. Donc c'est plutôt positif. Et enfin sur l'inflation, on a une baisse assez forte, malgré le fait qu'il y ait une croissance par rapport à ce qu'on pensait avant, que ce qu'on avait. Donc on a le sentiment, et nous on avait le sentiment, c'est que quand même ça fait un certain temps que l'inflation est bien au-dessus de la cible, et la Fed décide de lâcher. Et je pense que c'est une des explications, même si on ne le voit pas sur les anticipations d'inflation, une des raisons, il y en a bien d'autres, qui font que les taux longs se tendent. C'est-à-dire on baisse les taux, il y a eu une première réaction qui a été, ok, ça a pas mal baissé, et on est revenu plus haut, on va rester plus haut. C'est une contrainte pour la croissance, mais la Fed elle-même, elle est à ce moment-là un peu dovish, donc à court terme au moins, on doit être positif sur les marchés, en tous les cas si on regarde par le prisme de la Fed. Est-ce que le marché commence à prendre en considération l'idée que la Fed ne cible plus forcément 2% d'inflation ? Ça, non, on est très loin. Je pense que heureusement, parce que sinon les anticipations d'inflation commenceraient à dévier. C'est pas le cas, donc ça reste ancré. Ça, c'est quelque chose de positif. Ce que vous disiez en introduction sur le fait que on a rassuré tout le monde, les présidents des Fed régionales ont été validés par le board de la Fed. Oui, ça, c'est très important. Technique dont on ne parle jamais d'habitude, mais là, dans le contexte politique du moment, c'est une décision qui a son poids, parce que même si il y a Powell est remplacé par Assets, etc. L'idée qu'on pourrait paralyser la Fed en disant qu'on ne valide pas les membres, les présidents des Fed régionales, ça aurait posé un problème, parce que c'est simplement les 7 qui auraient décidé, les 8 qui auraient décidé qu'est-ce qu'on fait sur les taux. Donc c'est un élément positif. Mais en tous les cas, la Fed aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. La Fed, elle a donné plutôt un message, non pas accommodant, mais un message qui est plutôt de stabilité pour le marché, mais retenant la deuxième nouvelle, il n'y aura qu'une baisse de taux en 2026. Oui. C'est-à-dire que les taux restent élevés. Est-ce que c'est cohérent avec une croissance qui, d'après la Fed, va accélérer ? Nous, on pense que c'est la seule façon de s'assurer que l'inflation, le choc tarifaire, etc., qui pour l'instant a été très lent à se diffuser, ne se diffuse pas en inflation supplémentaire, et ça c'est très important.
Alain, est-ce que le message de la Fed, le scénario de croissance, alors qui vaut ce qu'il vaut, encore une fois, peut-être des hypothèses ou en tout cas peut-être des projections fragiles dans le monde actuel, mais est-ce que c'est un scénario qui est positif pour l'investisseur en actions, en actifs risqués, au quiche ou dovish, je ne sais pas. Est-ce que c'était une bullish cut? Déjà, le cut, nous, on s'y attendait, tout simplement parce qu'on est dans le flou, donc dans un environnement où on ne sait pas trop où ça va, la Fed ne peut pas prendre le risque d'être trop au quiche. Donc ça, on n'a pas été surpris par la baisse. Maintenant, le fait qu'ils disent qu'il n'y ait peut-être qu'une seule baisse de taux l'année prochaine, bon, ça veut dire qu'on reste dans le data dependent. Donc on verra. Mais le réajustement du scénario, c'était difficile de dire qu'on allait faire trop de baisse de taux l'an prochain. Non, ils le font, et puis comme d'habitude, on verra ce qui se passe vraiment. Alors pourtant, je trouve qu'il coïncide un peu dans le mood avec cette baisse, c'est que en cette fin d'année, finalement, comme d'habitude, en fait, en tout cas, sous réserve des informations qu'on n'a pas, mais c'est que les États-Unis continuent d'être résilients. Enfin, c'est moins mauvais que prévu. L'inflation est en même temps pas trop horrible. L'emploi, c'est moyen, mais ça va. Donc, au final, tout ça derrière, enfin, en ligne de fond, et la Fed baisse ses taux. Donc, la petite musique qu'on entend maintenant, c'est et 2026, finalement, ça redémarre. En Europe, aux États-Unis, enfin, c'est un petit peu la petite bruit de fond des marchés, avec en plus des taux qui sont... C'est encore une année à plus de 2% de croissance pour les États-Unis. Des taux qui aident. On a touché le fond, ça va aller un peu mieux. Et donc, c'est pas illogique que, du coup, sur les marchés, d'abord, le marché, globalement, est plutôt soulagé, on va dire. Ça reprice un peu sur les taux longs. Oui, OK, mais si finalement, la raison de ça, c'est que ça va mieux l'année prochaine, les actions, finalement, elles acceptent. Bon, c'est pas terrible pour les obliges, mais les actions, elles acceptent. Et du coup, c'est peut-être... On a aussi cette forme de ruissellement, où on a eu un marché très tiré par la tech. Et si ça va globalement... ça va pas être extraordinaire, mais ça va globalement un peu mieux l'année prochaine, du coup, on revisite un peu tout le reste. Bon, tout ça reste. Et quand évidemment... tout le reste, c'est quoi? Enfin, en priorité c'est tout ce qui n'a pas fait grand-chose. Et puis après, on arrive aussi en fin d'année avec les window dressing, où les gens prennent un peu des profits sur les trucs qui ont énormément marché. Et puis, il y a les courantes, etc., qui tiennent au fait ce qui n'a pas marché. Parfois, en début d'année, il y a des gens qui vont jouer d'autres scénarios. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais ça joue quand même. Donc là, on a un petit peu tendance à prendre quelques profits sur les trucs qui ont très très bien marché, et puis revisiter des trucs qui ont peut-être trop baissé, qui pourraient l'année prochaine profiter d'une normalisation. Alors, donc quelque chose un peu plus cyclique, par exemple aux États-Unis, oui, alors le Russell 2000 est sur des sommets, bien sûr, mais c'est assez basique. Oui, mais on attendait le Russell 2000 comme étant le marqueur justement d'un Donald Trump au pouvoir, tourné vers l'économie domestique. Quand je dis ruissellement, c'est-à-dire que il n'y a pas que la tech, on prend un petit peu de profit dans la tech, et puis on remet partout, mais on voit bien que c'est un peu sur tout là en ce moment. Il n'y a pas de... Comment dire, dans la rotation sectorielle qu'on a aujourd'hui, c'est un peu moins de tech, mais c'est un peu plus du reste. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gros, une sorte de petite marée montante gentille, mais il n'y a pas de secteur qui se distingue particulièrement, à mon avis. Mais bon. Qu'est-ce qui va soutenir cette croissance américaine l'an prochain? Comment elle se décomposera pour vous, Nathalie, partant encore une fois du scénario de la Réserve fédérale américaine? Alors, je ne sais plus, c'est 2,3, 2,4, 2,5 de croissance qu'ils ont l'an prochain? 2,5, j'ai l'impression. 2,5. Mais c'est une croissance de fin d'année. 2,5 en fin d'année, ça nous met quand même une année où on va être à nouveau à un moment au-delà du potentiel. Est-ce que c'est à nouveau les dépenses de CAPEX, l'IA? Est-ce que ça, c'est un thème solide encore pour 2026? Ou est-ce que c'est la partie bas du cas qui remonte un peu et qui converge vers la barre haute du cas, Nathalie? C'est quand même difficile d'imaginer une accélération des dépenses privées l'an prochain, parce que on a évoqué l'inflation, cette inflation qui va peut-être être temporaire, mais qui va en tout cas continuer à accélérer à court terme. Donc ça, c'est pas bon pour le pouvoir d'achat, c'est pas bon pour la confiance des consommateurs. Et puis malgré tout l'emploi, parce que l'argument principal de la Fed, c'est on a un double mandat, mais là on regarde l'emploi et on se dit que l'emploi, il faut quand même faire attention. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qui peut se passer sur l'emploi. En fait, le meilleur résumé du marché du travail en ce moment, c'est il n'y a pas d'embauche. Alors, tant qu'il n'y a pas de licenciement, effectivement, on a un taux de chômage qui tient à peu près, qui bouge pas, mais il n'y a pas d'embauche. Alors on n'a pas eu les créations d'emplois, mais on a ces JOLT data qui... Le niveau, enfin le taux d'embauche par rapport à l'emploi, il passait nettement sous sa moyenne. Donc ça, c'est quand même un signal important. Donc dans ce contexte, effectivement, d'un emploi
qui en tout cas n'est pas dynamique et dont on ne voit pas trop pourquoi il redeviendrait dynamique à court terme, effectivement, la croissance va être soutenue, encore une fois, par l'investissement, et vraisemblablement par l'investissement dans tout ce qui concerne autour de l'intelligence artificielle, dirons-nous. Et ça va continuer, ça, alors C'est le problème, oui, dans le propos de tout à l'heure, ce que j'ai envie de nuancer, c'est que, oui, bon, même si l'inflation n'est pas extraordinaire, du côté de la consommation privée, on n'y est pas. Toute la croissance aujourd'hui, elle est tirée par l'investissement, même en Europe, d'ailleurs, quand on voit les chiffres, c'est pas très différent. Le consommateur est totalement déprimé. On ne peut pas dire que la fiscalité va l'aider beaucoup. On ne peut pas dire que... Déprimé. Non, mais donc il manque un peu de visibilité. Voilà. Quoi. Et là où le serpent se mord la queue, c'est que les investissements IA, ils peuvent aussi, à la marge, pénaliser l'emploi. En tout cas, dans un premier temps. Bien sûr. Donc, il ne faudra pas non plus qu'on investisse trop dans l'IA et que derrière l'économie classique, qui rebondit un petit peu là en ce moment, mais que les chiffres restent décevants et que ça finisse aussi par peser globalement sur la macro et indirectement aussi sur le rendement de ces investissements en IA, parce qu'à la fin, il faudra quand même que... S'il y a des gains de productivité, il faut quand même qu'il y ait des consommateurs à la fin. Alors, s'il y a des gains de productivité très importants, ça pourra se retrouver dans le pouvoir d'achat aussi. Et donc, bon, voilà. Mais... Powell a cité d'ailleurs les gains de productivité à l'occasion de sa conférence de presse. C'est quoi les scénarios de risque aujourd'hui, enfin, principaux attachés à cette idée de croissance américaine qui pourrait réaccélérer La difficulté de tout le monde, et quand on regarde l'année qui suit, on se projette à toute l'année, on dit, voilà, ça y est, c'est lancé, on a des politiques on a parlé beaucoup de la politique monétaire, le fait qu'on ne monte plus les taux et qu'on va vers peut-être des petites baisses d'ici 2027, etc., c'est plutôt positif, les taux restent élevés, mais surtout, il y a la politique budgétaire qui va venir aider, toujours l'investissement d'ailleurs, parce qu'il y a un peu d'aide fiscale avec les pourboires, ici et là, des petits gestes, mais le reste, c'est pas grand-chose. Et notamment l'amortissement accéléré. Et c'est essentiellement ça qui va jouer sur l'investissement, d'autant plus que ça va être bienvenu pour ces investissements colossaux qu'il y a toujours sur tout ce qui est data center, etc., qui va être important. C'est vrai que l'investissement joue un rôle important, mais il n'empêche qu'aux États-Unis, la conso, c'est essentiel. C'est 80, 70% plutôt du PIB américain. Donc, c'est très important. Et paradoxalement, malgré toutes les craintes qu'on pouvait avoir, c'est vrai que le consommateur, et en partie lié au pouvoir d'achat, qui n'a pas été aussi rogné qu'on pouvait le penser, les salaires ont décéléré, mais pas de façon massive, la conso a tenu jusqu'à maintenant. On va voir que le 4e trimestre devrait souffrir un peu plus parce qu'il y a le shutdown qui va affecter ça, etc. Si on se projette à l'année prochaine, je pense que ça va être aussi difficile que cette année, parce que on n'aura pas les mêmes chocs, et ça c'est la bonne nouvelle, quels sont les risques. On n'aura pas les mêmes chocs économiques directs. Des tarifs, je pense qu'il va se calmer, M. Trump, et donc il n'y a pas ces chocs. Il y a d'autres chocs politiques qui peuvent affecter le marché. Donc je pense que ça c'est un élément très positif pour la confiance. L'attentisme vient aussi par ces chocs qu'on ne sait pas où vont s'arrêter les tarifs. Je pense que c'est fini, et ça c'est positif. Mais je pense qu'il faut va falloir gérer aussi agilement que cette année. C'est-à-dire que le reste de l'année, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais le début d'année devrait encore être porteur, parce qu'on va avoir les premiers effets importants de la politique budgétaire, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et l'Allemagne a déjà commencé à dépenser, et ça va être positif pour nous. C'est vrai qu'encore une fois, l'investissement. Mais ça fait toujours un peu... ça percole, disons, sur la consommation. Aux US, le consommateur est toujours là. Il va s'affaiblir là, mais il devrait reprendre dès le début d'année par ses aides. Maintenant, à plus long terme, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de chocs qui peuvent encore être à craindre. Il y a des chocs financiers. On voit bien les tensions qu'il y a sur certaines parties un peu plus obscures du marché. On parle de la dette privée. Il faut être très prudent. Nous, on est important là-dedans. Donc, on sait qu'il faut être très prudent sur les choix des investissements qu'on fait. Mais il y a des poches de fragilité parce qu'on a beaucoup cru. Et quand on croit très vite, on sait sur les marchés, à un moment donné, il y a une pause, au moins une pause, si ce n'est quelques morts. Donc, aujourd'hui, nous, on pense que le premier trimestre peut être très porteur encore pour les marchés,
première un peu le salvatrice. playbook de 2025 avant Liberation Day, en fait. C'est ça, hein. Oui, mais c'était différent parce que le début 25 était porté par une croissance très forte. Aux États-Unis, il était porté par une croissance très forte, ce qui n'était pas le cas pour nous. Porté par une croissance, et ça a été très bon pour le début. Et c'est pour ça qu'on a eu un ajustement aussi fort quand il a annoncé ses tarifs colossaux au début. Donc aujourd'hui, le risque financier est peut-être le plus important pour l'économie américaine. Pour tout le monde, pour tout le monde, oui, pour tout le monde. C'est pour l'économie américaine. Le premier, c'est celui de la partie obscure, et le deuxième, c'est la partie très visible. C'est qu'on est quand même dans des marchés, ce n'est pas un truc de court terme, une jauge de court terme pour gérer les marchés, mais on a des valos quand même extrêmement élevés. Extrêmement élevés. L'espérance de rendement sur 5-10 ans est assez faible partant de niveau de valorisation. Et la diffusion de la croissance, vous disiez, d'autres secteurs, le marché les joue, il n'empêche que les indicateurs sur le manuf, etc., restent très mauvais, donc... Comment ça va se diffuser? Ça reste à voir. L'investissement peut être justement un élément qui soutient les secteurs un peu la traîne. Vos remarques, bien sûr, Nathalie, et puis si on dérive gentiment sur l'économie européenne. Donc la Banque Centrale Européenne va réviser à nouveau dans son set de projection à la hausse la croissance. Hein, la piste a plus qu'été dévoilée par Christine Lagarde ces derniers jours. C'est la deuxième fois consécutive que la BCE va réviser à la hausse la croissance. Ça fait déjà une paire d'années qu'on n'avait pas vu ça. Est-ce que c'est un mouvement qu'on va voir se prolonger en 2026 ? Est-ce qu'on va avoir des surprises positives sur la croissance européenne partant de ce qu'on attend aujourd'hui, Nathalie? Alors, on ne va pas jeter la pierre à la BCE parce que tout le monde a révisé à la hausse la croissance de la zone euro. C'est vrai qu'il y a eu des surprises, une économie particulièrement résistante. Et, plus 0,3 révisé, hein, voilà, je crois, zone euro, alors, PIB. c'est l'arrondi, hein, mais c'est plus 0,3 au lieu de plus 0,2. Effectivement, il y a un acquis de croissance qui est solide, hein, 1,4%. Donc c'est la belle croissance pour la zone euro. Et c'est l'idée effectivement que ça se prolonge, c'est-à-dire qu'on passe finalement d'une économie européenne qui effectivement début d'année faisait du 0,1 péniblement, 0,1, 0,2, puis 0,2, 0,3, et puis 0,3, 0,4. Et c'est vraisemblablement le rythme qui pourrait être adopté l'année prochaine, donc de la vraie croissance, enfin, hein, après beaucoup d'années. Et malgré les tarifs ? Malgré les tarifs, et puis il faudra voir, on parlait beaucoup de la consommation, ce sera intéressant de voir les hypothèses faites par la BCE justement sur la consommation. Celle de septembre était relativement conservatrice sur le recours à l'épargne, hein, tout en soulignant que l'épargne, bien sûr, est très élevée dans la zone euro. Donc là aussi, on verra s'ils ont mis un petit coup d'accélérateur de ce côté-là. Voilà, c'est pas parce que dans la projection de la BCE que ça se verra dans les faits. Non, mais c'est intéressant, c'est un exercice intéressant. Les banques centrales, alors la Fed, on a tenté de projeter que le consommateur allait piocher dans son épargne, ça n'est pas arrivé jusqu'à présent. La Fed, on le sait parce qu'il y a le beige book, mais la Banque centrale et les banques nationales et la Banque centrale européenne fait le même exercice de données qualitatives. Les taux sont plus bas, donc ça devrait inciter le consommateur à piocher dans son épargne, ou paradoxalement à épargner davantage. Hein. Il y avait eu ce débat quand les taux étaient à zéro. Au lieu de mettre 1 euro, j'en mets 2. Voilà. Mais une chose qui a été observée, c'est l'année dernière. Alors qui pour le moment n'est pas en place, mais nous on reste convaincus, c'est sans doute. On continue à... Dans l'idée qu'on pourrait avoir une baisse supplémentaire, une ou deux baisses supplémentaires, parce que l'inflation dans la zone euro est basse et devrait continuer à ralentir. Donc ça, alors c'est pas du tout l'état d'esprit actuel, hein, vu que la dernière personne qui a parlé avant la période de blackout, c'était Isabelle Schnabel. Hein, c'est l'histoire du transitoire, avec là un creux d'inflation contre une bosse d'inflation. La BCE nous dit c'est un creux, mais qui va se résorber. Il y a quelques mois, Christine Lagarde avait dit c'est un gros 1,9%. Là, si on lui pose la même question, déjà, ce sera peut-être plus 1,9%, ce sera peut-être 1,8%. Et elle aura sans doute du mal à dire c'est un gros 1,8%, parce que les risques, quoi qu'en dise Isabelle Schnabel, au moins pour l'année prochaine, sont plutôt baissiers sur l'inflation. Et donc, des perspectives de baisse des taux, alors si elles deviennent consensuelles, ça soutient également la confiance des entreprises. Est-ce qu'on va, dans ce cadre macro, politico-financier pour l'Europe l'an prochain, Alain, est-ce que c'est un environnement qui va permettre de
voir redémarrer la croissance bénéficiaire agrégée globale des entreprises, C'est un peu des ce que actions européennes. C'est vrai Parce que là, on termine à nouveau à zéro, ou peut-être même en négatif sur cette année 2025. sur les résultats par action. Les bénéfices par Oui, action. alors il y a le marché, il y a eu un re-rating, hein, clairement, bon, un peu lié à la baisse des taux. Sur l'année prochaine, il y a quand même des facteurs qui permettent de penser que l'inflation va être modérée. Bon, on voit quand même une baisse des prix de l'énergie, on a quand même un dollar qui est quand même beaucoup plus faible en 12 mois glissants, on a des salaires qui sont plus modérés. Et puis l'autre point, c'est que il y a quand même une épargne colossale. Alors je veux bien croire qu'en France, bon, il y a des raisons. Hein. Ça fait 3 ans qu'on font ça, Alain. Mais je sais qu'on non, mais tout le monde sait qu'on a... mais à partir et les du moment, Français eux-mêmes le savent. Si l'économie accélère légèrement, Ouais. les gens se sentent plus à l'aise. Et donc, du coup, il peut y avoir un effet multiplicateur sur la désépargne. Ouais. En plus, avec des prix plus accessibles. Donc voilà, donc il peut y avoir une dynamique à la marge qui soit plus favorable. Et donc, quand on regarde du côté des entreprises, on a démarré l'année, on attendait plus 8, on va être proche de 0. Oui, juste comme petite souvent en parenthèse, Europe, désolé, il y a le stock d'épargne. Il y a aussi une dynamique des salaires qui reste quand même positive et donc favorable. Il y a un effet de ciseau positif à celui qui travaille. Hein. Mais ça a des salaires, comme le dit Alain, ça a des salaires. Ça a des salaires. Mais au global, on peut avoir des résultats d'entreprise. Alors le consensus est plutôt proche de 10%, on va dire. S'il y a des bonnes surprises, comme on l'a vu au T3 et que ça se prolonge l'année prochaine, pour une fois. D'habitude, on dit plus 10, on termine à 0. Enfin, ça fait plein d'années en Europe. Ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Oui, mais même dans la décennie précédente, même avant, bien sûr. Il y en a eu beaucoup des années comme ça. Oui. Là, on peut raisonnablement penser que si on démarre à plus 10 et qu'on a un trend plutôt en amélioration, on pourrait les tenir. Et ça serait presque le niveau US qui, lui, était toujours un peu au-dessus, à plus 12, 15, mais on n'est pas quand même sur les mêmes valos. Donc, ça laisse un peu de perspective. Et puis, on a l'Allemagne quand même, où il y a eu un effet d'annonce qui a beaucoup joué au printemps sur les valorisations. Sur le re-rating de 2025 en Europe, il est quand même lié fondamentalement aux annonces de l'Allemagne, de changement de perspective. Maintenant, il faut que ça se passe. Et c'est vrai qu'en plus, concrètement, dans les chiffres des boîtes allemandes, il y a une sorte de... Vous avez vu, je pense, en novembre, il y a une sorte de... Le DAX, il a commencé un peu à... on n'y croyait plus. Il y a un moment un peu déprimant. Oui, on n'y croyait plus. Et puis là, c'est reparti. L'Allemagne revient, l'Allemagne sera là. Le budget a été voté. Donc, il y avait un petit vote compliqué. L'Allemagne est quand même un élément important de l'équation. Ouais. Et puis un petit bonus aussi, c'est que si jamais les choses se calment en Ukraine, le secteur de la défense a compris qu'on en avait quand même besoin, donc je suis pas sûr qu'il souffrira trop longtemps. D'accord. Mais en revanche, il y a toute la reconstruction, il y a toutes ces choses-là. Il y a toujours un petit call qui peut arriver on ne sait pas quand, mais qui va aider aussi. Intéressant, on voit un groupe de construction arriver au sein du CAC 40 par exemple, aujourd'hui. Mais là aussi, l'idée d'une rotation, qu'est-ce qu'on fait notamment tout le segment croissance, quality en Europe, qui a sous-performé en relatif, peut-être comme jamais par rapport au reste du marché, le luxe, la santé, etc. Enfin, est-ce que là, le luxe, c'est une problématique qui n'est pas qu'européenne, elle est mondiale. Bon, je pense que ça a bien rebondi, on est au prix, mais je reste relativement... D'accord. Il ne faut pas les grandes années du luxe. Pour vous, le problème du luxe, c'est que la page est tournée. Il y avait une forte croissance et dans certains pays, notamment la Chine, on n'est pas alors ça va mieux, mais on n'est pas convaincu que la surcroissance qu'on a eue depuis 15 ans va se retrouver dans les mêmes proportions. Idem pour les spiritueux. Donc ces segments quality growth, ils ne reviennent pas au niveau disons, de ce qu'on a connu. Il a déjà bien remonté, oui. Mais le luxe, je dirais, c'est pas le secteur le plus évident. Food and beverage, santé, enfin tout ce qui a sous-performé cette année. En santé, ça a sous-performé. Ça dépend des valeurs. Je parle des labos. Parce que on a Novo Nordisk qui a redescendu, mais une Astra fait bien. Non, mais globalement, la santé, ça reste un secteur intéressant avec des boîtes qui sont toujours pas chères du tout et qui sont voilà. Le food and bev, c'est vrai, le problème de la consommation, c'est qu'il a fait qu'elle reparte, mais il y a aussi les choix de consommation. La difficulté, c'est qu'en gros, les personnes âgées mangent moins. Et j'ai l'impression que on est une société où les gens privilégient plus les loisirs que la bouffe. À part en France peut-être, mais quand même, on sent que Donc il y a des arbitrages un peu structurels. Il faut quand même voir que vous mettez en avant. Dans le post-Covid, l'inflation a certainement joué, mais la consommation alimentaire en volume a baissé. Oui, et ça, on n'a jamais vu ça. Donc il y a des effets de richesse, etc. Mais quand même... quand on voit les prix des divas, des places de Taylor Swift, je ne sais pas combien de temps, et quand on voit le public, les gens... Et les réservations touristiques qui sont toujours pleines. Globalement, les gens arbitrent un peu leur pouvoir d'achat de manière un peu différente. Donc attention sur la bonne vieille conso. Il y a eu une baisse en gamme aussi des aliments consommés, ce qui fait que ça, dans les mesures... Oui, mais dans les mesures en volume... Oui. Le bio a beaucoup souffert, c'est trop cher, etc. La baisse en gamme aussi a joué. Mais en quantité. D'avant, on achetait des produits moins chers, mais on continue à acheter en quantité. Là, il faut se poser des questions. Et puis, il y a le vieillissement de la population qui n'aide pas en soi la consommation alimentaire, puisque les personnes âgées mangent moins que les jeunes ados.
vorace. Mais au total, ce qu'on dit, bon. c'est qu'il faut un choc de confiance en Europe, Ouais. comme aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'avec la politique, je ne l'ai pas assez souligné, un des éléments bloquants aux États-Unis, c'est bien la politique d'immigration qui est un élément qui fait que la croissance ne peut pas accélérer. Et c'est un élément de confiance. Et pour l'Europe, comme on le disait, si on veut plus de conso, que cette épargne enfin soit dépensée, il faut de la confiance. Et c'est la même chose pour les entreprises. Investir en France alors qu'on ne sait pas quelle sera la fiscalité, etc. Je pense que le choc de confiance est très important. Est-ce que ce choc de confiance viendra de la peur des Américains? C'est peut-être quelque chose qui peut nous aider. Et puis une question au passage, est-ce que l'épargnant allemand qui va voir son État dépensé comme jamais, est-ce que pour lui c'est un signe de confiance ou est-ce qu'au contraire c'est un signe de réticence à dépenser l'épargne qu'il a accumulée? Quand on est dans le mindset allemand, je ne sais pas comment ça... Il faut changer, il faut changer, il faut le changer. Il faut que naissent les choses de confiance. Aujourd'hui, le populisme gagne partout. Il faut aussi la consolidation budgétaire. C'est-à-dire que si en France, tout le monde épargne, c'est qu'on se doute bien que le cirque actuel ne va pas durer. Oui. On va peut-être faire encore... On va mettre une pièce dans le jukebox pour 12 mois, mais il y a un moment... Mais en Allemagne, il y a une partie du discours de dire oulala, le gouvernement ils ont de la marge. va nous mettre en faillite. Oui, non, mais Ils ont de la marge. Ils ont de la marge, mais l'Allemand à l'ancienne, lui, il a l'impression que son État va faire faillite. En revanche, vous le dire. quand on voit en Angleterre le cocktail fiscal actuel, Ah ouais. quand même, c'est récessif potentiellement. En France, ça va venir un jour. Donc ça, c'est des éléments de prudence quand même. Bon, est-ce que l'euro devient un problème là, pour boucler un peu avec la Banque Centrale Européenne, Nathalie? Mais est-ce que l'euro devient un peu trop fort? Non. Un encore 17, gérable. encore une fois, on a vraiment l'impression que le seuil symbolique, psychologique, etc., c'est plutôt 1,20 et au-delà. Donc je pense pas que ce soit déjà un problème. Et puis une question, c'est pas tellement la force de l'euro, c'est surtout la faiblesse du dollar. Hein. Voilà, on le constate sur le marché des devises, mais également derrière la hausse de l'or. Bien sûr, il y a les facteurs fondamentaux de l'or, mais il y a aussi un effet. On monte, enfin, le dollar baisse contre l'or, contre l'argent, etc. Donc finalement, la BCE, dans ce contexte, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour l'euro, même si ce n'est pas son travail, bien évidemment? Pas grand-chose. Hein. Ça peut pas être un argument aujourd'hui au sein du board pour plaider en faveur de cette baisse de taux qu'on a pensé attendre. Non, j'ai pas l'impression que ce soit... C'est pas par là que ça viendra. J'ai pas l'impression, en tout cas pas à ces niveaux. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de la sphère émergente, Sébastien? Parce que ça a été là aussi une des grandes révélations de 2025. Quand on regarde les performances de marché à la fin de l'année, que ce soit dans l'univers fixed income, des taux, du crédit, ou dans l'univers action, les émergents sont en bonne place. Et tous les gérants émergents, je discutais avec un gérant de la financière de l'échiquier au sein de LBPM il n'y a pas très très longtemps, la perception a changé. Il y a eu toute cette phase où la Chine a été perçue comme ininvestissable, flaguée comme ininvestissable. Bon, il a suffi de quelques bonnes performances technologiques notamment pour que, hop, tout de suite, la perception change. Et ça va au-delà de la Chine même. La perception du risque émergent a changé. Il y a un vrai changement. Mais une seconde sur la BCE, je pense que la BCE doit baisser ses taux. Nous, on voit bien le marché ne le veut pas et le board ne le veut pas. Mais au total, la BCE a un mandat. Elle doit baisser ses taux si l'inflation reste plus bas que 2. On a changé le mandat pour ça. Oui. On avait ça, c'était l'époque de Trichet, moins de 2. Non, aujourd'hui, c'est 2. Et les Européens veulent 2. Et il doit aider, et ça peut aider l'euro, même s'il doit monter. Ça revient aux émergents. $1 faible, c'est bon pour les émergents. Et donc, c'est un des facteurs qui a joué en faveur des émergents. Alors, malheureusement, tous les émergents ne sont pas à la même enseigne. C'est vrai que la Chine, c'est le gros de l'indice, donc aujourd'hui, et la Chine, alors que tout le monde était désespéré, et je suis sûr que mes collègues vous l'ont dit, tout le monde s'est dit, personne ne va revenir en Chine, et plus jamais, c'est fini. Xi a tout changé, les perspectives, a cassé la confiance sur cette dualité d'une économie de marché et d'une économie régulée par l'État. Et donc, aujourd'hui, ça a changé. On voit bien que ça a un peu changé. Ils disent qu'ils vont investir 75 milliards ou 60 milliards sur les puces. Ils l'ont déjà fait, mais ils vont continuer. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à faire, notamment en Chine, sur toutes les plateformes, parce que la conso
tient pas bien en Chine, et il va falloir qu'il fasse quelque chose pour tenir la demande intérieure. Aujourd'hui, le problème de la Chine, c'est que l'extérieur fonctionne, c'est-à-dire malgré les tarifs, même s'il y a eu 30% de baisse des exportations vers les États-Unis, ça a été compensé ailleurs, malheureusement aussi chez nous, parce qu'on a reçu beaucoup de choses. Et donc, il n'empêche que ça va repartir. Les matières premières, certaines en tous les cas, elles ont le vent en poupe. Les gens ne regardent plus. À l'époque, on regardait le prix du cuivre parce que c'était mais parce que dans une économie plus manufacturière, c'était très important. Aujourd'hui, avec l'IA, les data centers, l'or de ce secteur, c'est, en termes de matières premières, c'est bien le cuivre. Et on est au plus haut historique. On est au plus haut historique. Et donc, certains vont bénéficier de ça. Et les tarifs, au total, certains ont réussi finalement à les négocier un peu de façon plus basse et arrivent à exporter à nouveau. Et du point de vue intérieur, et c'est là où le dollar joue un rôle important, les politiques monétaires sont devenues plus accommodantes. Et ils ont encore de la marge à devenir plus accommodantes. Pourquoi ? Parce que l'inflation baisse. Pas partout assez vite, comme au Brésil, etc., mais en train de baisser. Donc, nous, on est positif, mais c'est vrai que moi, je continue à penser que le début d'année m'a l'air assez clair. C'est peut-être une erreur de le dire comme ça, mais et que les choses vont être bien. Mais la deuxième partie d'année, je ne sais pas, parce que tous les chocs qu'ils peuvent avoir et qui pourraient arriver et qu'on n'arrive pas à anticiper, sont tellement possibles que ça... Le problème de l'exercice de la prévision, où il faut rallonger les horizons très très loin pour être sûr d'avoir raison. Mais l'insécurité politique globale, ce cadre, alors on peut être positif, hein, comme Alain, bon, la guerre va finir, et on aura une sorte de petits dividendes de la paix cette fois-ci. Moi, je ne suis pas certain. En tous les cas, moi, pour les émergents, à court terme, on pense qu'ils devraient continuer à bien performer. Un mot de la sphère émergente et des vues que vous pouvez avoir chez BNP Asset Management, absolument. Nathalie. Nous, on était déjà exposés à la sphère émergente, actions et obligations, et on vient de renforcer, enfin on est en train de renforcer cette position. Il y a l'idée que ça peut être un mouvement long, comme on a pu l'observer entre 2000 et 2008 notamment. Enfin, c'est des tendances longues qui peuvent se développer. Pour le moment, c'est pas forcément pour ça qu'on a fait ce mouvement, mais effectivement, ça devient une conviction assez fortement exprimée dans nos portefeuilles pour les raisons qui ont été évoquées, et puis également pour la raison que certains marchés émergents, actions, c'est aussi une façon de jouer le thème de l'IA. Bien sûr, à moins cher. À moins cher. Que... C'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens vont s'engouffrer. Un mot des small limits européennes pour finir avec vous, Alain. C'est un univers que vous connaissez bien, et même peut-être française. Alors, il y a eu, vous disiez, il y a eu l'engouement allemand, il y a eu cette espèce de marche à la hausse du marché des small caps françaises au début de l'été, porté par... un groupe de valeurs du secteur des biotech, dont certaines que vous connaissez très bien. Alors, il y a Abivax, Valneva, Medincell. J'ai fait une petite liste, mais globalement, elles ont largement surperformé en début d'année sur les thèmes, pas exposés trop à la baisse du dollar, pas trop exposés aux tarifs, exposés au rebond allemand, plus domestique, etc. Donc là, il y a eu clairement une avance. Et puis, je dirais, cette deuxième partie de l'année, le rebond des grandes histoires, etc., font que si on regarde, par exemple, le CAC Mid and Small, il n'est plus très différent du CAC. Il est à plus 12 à peu près, dividendes réinvestis. Mais c'est sur les petites, en revanche, qu'on a eu deux très belles histoires. Et effectivement, dans la biotech, Abivax, x17 quand même, enfin même x20 depuis mars. On a aussi Nanobiotics x6, DBV x5, Abionics x3, et puis bon... C'est le retour de la biotech, parce qu'il faut aller vite. J'ai connu, moi, toutes les introductions en bourse des années 2010, 2012, de la biotech parisienne. Je les ai tous vus. Toutes les histoires se sont pas très bien terminées. Vous avez cité des BV, il y a eu Genfit. Il y a eu des moments très compliqués et des boîtes qui ont disparu. Dans cette progression, il y a eu deux choses. C'est la première fois que je vois autant de biotech. Il y a eu des vraies nouvelles. Abivax notamment, il se passe vraiment des choses, donc il y a une vraie valeur. Nanobiotics, ça bouge. Abionics aussi. Inventiva aussi. Bon, moi, DBV, j'y ai jamais cru, mais bon, on va voir. Mais non, globalement... Mais DBV, ça a valu 1 milliard, c'est ce que je veux dire. Oui, mais là... c'est plus le même DBV. Si, malheureusement, moi je trouve ça pas tellement avancé. Mais bon, après, il y a des débats là-dessus. Non, et puis accessoirement, il y en a quand même encore beaucoup qui n'ont rien fait. Donc on parle de celles qui ont marché, mais il y a toujours celles qui ne marchent pas. Donc il y a eu quelques pépites qui ont boosté le marché, mais en fait, ce qu'il faut voir, moi je devrais plutôt positivement, c'est que le reste, finalement, il n'a pas tellement. Il y a encore beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de valeurs petites moyennes qui sont très peu chères.
Et avec sont une assez perspective intéressante, parce qu'on sait que les biotech, il ne faut pas regarder les chiffres d'affaires ou les bénéfices, mais c'est les résultats cliniques, les différentes phases, Bien sûr, etc. oui, qui comptent. Ce que j'ai Donc, c'est que si on regarde toujours un peu du pari. Si on regarde l'indice CAC Small qui a plus 50 depuis le début de l'année, si on enlève Abivax et quelques biotech, on est plutôt à plus 20. Vous voyez, et si on enlève Lizzy ou une ou deux valeurs, on est pratiquement comme le marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si on il y a eu 60, à peu près 60, oui, il y a quelques boîtes de défense, mais si on enlève la défense et les biotech, globalement, il n'y a pas tant surperformé que ça, alors qu'il y aurait des raisons pour que ce soit le cas. Donc ça veut dire que si on regarde 2026, en fait la thématique l'Europe qui va mieux, etc., si on enlève les quelques stars qui ont boosté les indices en 2025, il y a encore largement de quoi faire. Je n'ai pas actualisé le chiffre, mais il y a un mois, sur l'indice qui a plus 50, il y avait quand même 40% des valeurs qui étaient en baisse. Oui, c'est ça. Oui. Donc, et là aussi, les deux tiers qui étaient à moins de plus... Il y a un réservoir potentiel. Qui ont fait moins de 10% de hausse. Donc il y a encore des choses. Alors elles ne sont pas toutes extraordinaires non plus, mais il y a un vrai réservoir de valeurs qu'on peut qualifier de value, qui vont rebondir si ça se passe bien en 2026. Bon, on verra. Donc c'est pas terminé. On réserve 2026, on aura 12 mois pour en parler techniquement dans Smart Bourse. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été nos invités ce soir. Alain Dubrul, Claresco, Sébastien Paris-Horvitz, LBPM et Nathalie Benatia, BNP Paribas Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous faisons le point sur les dernières actualités au sein de l'industrie ETF avec les équipes d'Altéis et le directeur des investissements d'Altéis, Olivier Maltès, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous apporter tout ce matériel, si je puis dire, chaque mois pour bien comprendre comment ce marché des ETF fonctionne. On va parler des flux, on va parler des lancements de nouveaux produits. Alors, vous avez magnifiquement teasé ce rendez-vous. Je vous en remercie sur les réseaux, Olivier. Donc, j'ai retenu 21, 4, 32. Voilà, c'est les trois chiffres clés ou les trois chiffres mystères de cette interview avec vous. Commençons par dévoiler peut-être le premier des chiffres mystères. Donc, 21, c'est 21 milliards de souscriptions sur le mois de novembre sur le côté, sur les marchés des ETF en Europe, globalement. Donc, 21, c'est relativement faible, puisque la moyenne sur l'année, c'est 29 milliards par mois. Après 2 mois très forts. Après 2 mois très forts, oui. Puis je dis c'est relativement faible, mais 21 milliards, c'est quand même très très fort. Puisque depuis le début de l'année, on est à environ 320 milliards de collecte. Et on ramène ça sur l'année entière, l'année dernière, 2024, qui était la meilleure année jamais vue sur la collecte des ETF et qui était qu'à 255 milliards. Donc voilà, on s'habitue, en fait, on a des mauvaises habitudes. On s'attend à avoir toujours des gros chiffres, mais 21 milliards, c'est quand même solide. Mais c'est vrai que c'est en dessous de la moyenne, globalement, de ce qu'on a pu observer pendant toute l'année 2025. Bon, au cours de ce mois de novembre, toutes les classes d'actifs, tous les sous-jacents ont collecté, c'est ça? On est en collecte positive sur toutes les classes d'actifs. On a 14 milliards sur les actions, donc c'est toujours majoritairement actions, ça c'est régulier. 5 milliards sur les obligations, et donc là on est dans la moyenne mensuelle, donc c'est plutôt sur le côté action que c'est un petit peu moins collecté que d'habitude. 1 milliard sur les matières premières, donc relativement faible. Si on s'arrête sur les matières premières, c'est or-argent essentiellement, 600 millions pour l'or, 350 pour l'argent globalement. Le pétrole, c'est globalement flat sur l'ensemble du mois. Donc c'est vraiment or-argent, et on le sait, en matière première, c'est rarement un via de collecte via les ETF. C'est arrivé, on a eu un ou deux mois, notamment sur l'or, assez important. Mais voilà, et en tout cas, donc là, c'est vraiment tout ce qui est or et argent. Ce qui est vraiment métaux précieux qui collectent tout globalement. Et puis bien vu d'ailleurs pour ceux qui ont souscrit à des ETF liés à l'or et à l'argent, ce sont deux métaux qui battent des records encore au moment où on se parle. Du côté des actions, qu'est-ce qui a dominé en termes d'intérêt dans l'univers des actions mondiales, Olivier? Alors là, il y a une petite surprise. Alors sur le côté souscription, c'est grosse capitalisation mondiale, donc ça c'est classique. Ensuite, c'est les deux zones qui sont un peu marqueurs quand même de cette année. Donc à la fois les marchés émergents, qui restent quand même très très forts et qui ont eu des flux relativement importants sur toute l'année, et donc y compris au mois de novembre. Les grandes capitalisations aussi européennes, donc il y a eu un retour de l'Europe plusieurs fois dans l'année, et donc sur le mois de novembre, des grosses capitalisations. Et ensuite, Japon et Suisse, dans les zones émergentes, qui ont le plus collecté, qui ont porté l'intérêt sur les ETF. Donc la surprise, c'est qu'en décollecte, on a les actions américaines, que ce soit sur les grosses capitalisations et sur les petites capitalisations, les small cap. Donc globalement, une décollecte sur les marchés américains via les ETF, ce qui est là aussi relativement rare.
rare. Hein. C'est pas le premier mois que ça arrive, mais c'est quand même pas la tendance en général. Donc une décollecte sur les parties US. Côté secteur tech et télécom, donc prise de profit globalement sur le mois de novembre, et l'immobilier aussi. Donc ça c'est plus fréquent, hein, qu'il y ait notamment quand il y a des tensions un peu sur les taux, qu'il y ait des décollectes côté ETF sur les actions liées au marché de l'immobilier. Mais voilà, tech et télécom, hein, qui sont deux secteurs qui ont bien marché quand même, hein, tout au long de l'année. On peut mettre ça sur le compte de prise de profit. Certainement. Ouais, certainement. Et puis bon, on le sait, hein, il y a des moments, des doutes, notamment sur la tech. Le mois de novembre a été un moment de doute. Et dans les secteurs télécoms, je crois qu'il y a Meta aussi, hein, qui est entre... voilà, qui est, donc du coup, c'est plus tech. Ça bouge aussi fortement avec l'IA globalement. Donc certainement des doutes un peu et des prises de profit sur le mois de novembre. Peut-être avant Nvidia aussi, hein, qui a publié relativement. Bien sûr, 26 novembre, moi c'était fin novembre. Du coup, ça a dû jouer potentiellement sur les prises de profit. On a eu un mois de novembre là aussi avec des mouvements autour de l'obligataire. Comment est-ce que ça a pu se traduire en termes de flux sur cette classe d'actifs, Olivier ? On a alors globalement des souscriptions sur le souverain, alors sur l'US très très court, donc vraiment du très court terme qui est recherché sur le segment américain, du souverain aussi européen globalement recherché, l'investment grade aussi européen, un retour des ETF à échéance fixe, voilà, donc ça laisse plutôt penser que certains investisseurs pensent que les taux auront plutôt tendance à baisser et qu'on est plutôt sur un point un petit peu haut. Dans les décollectes, alors beaucoup sur le GBP. Au mois de novembre, il y a eu le moment aussi où il y a eu la publication du budget. On n'est pas les seuls à avoir des questions sur le budget, globalement. Donc, du coup, le souverain à la fois en GBP directement et puis mondial couvert en GBP. Donc, on voit certainement des flux aussi de sortie et de protection un peu côté marché britannique et couverture en souverain. L'émergent en devise locale aussi a décollecté, globalement. Et le high yield du US aussi a décollecté en termes de flux, ce qu'on a pu voir sur les taux. Bon. On évoque à nouveau régulièrement avec vous la thématique ESG. Alors on est loin de l'engouement qu'on avait pu connaître il y a quelques années. Le mois d'octobre avait été un mois très fort, un bon réveil, qui visiblement reste pour l'instant une parenthèse. Exactement, parce que là, 4%, donc c'est le 4. Ah, c'est l'autre chiffre mystère. Fil rouge. Non, mais 4%, du coup, c'est la pourcentage des flux des ETF qui ont été vers les ETF ESG. Donc, c'est très, très faible. Hein. Globalement, c'est un net ralentissement sur ce mois par rapport au réveil qu'on avait pu voir en octobre et espérer, du coup, en poursuite. Si on regarde entre ETF actions et ETF obligataires, on a des rachats globalement sur la partie ESG des ETF actions et une collecte environ donc 18% des flux sur l'obligataire qui ont été vers les flux ESG. On voit un net ralentissement encore globalement sur le côté ESG en termes. Et des émetteurs qui sortent moins de produits tournés vers l'ESG. On en parlera peut-être. On en parlera tout à l'heure. Des produits. Oui, ça revient un peu. Ça reste quand même, voilà. Et notamment, globalement, il y a quand même des émetteurs, notamment français, hein, qui continuent à être relativement importants d'insister. Je pense à Moody ou BNP, qui continuent vraiment d'alimenter cette possibilité. Et en termes Quand on regarde les émissions d'émetteurs, Amundi, sur le côté spécifiquement ESG, là, Amundi est premier pour la deuxième mois consécutif sur cette collecte et troisième depuis le début de l'année. BNP se met sixième et deuxième globalement depuis le début de l'année. C'est BlackRock qui se met cinquième en termes de collecte sur le mois de novembre et qui est premier depuis le début de l'année. Ce qu'on peut noter, c'est JP Morgan, qui avait été globalement relativement important sur le ESG, qui là fait pratiquement, presque 1,5 milliard, 1,4 milliard de rachats spécifiquement sur l'ESG ce mois-ci et qui se met à la 14e place des flux depuis le début de l'année. Donc une vraie baisse, un vrai compliqué par rapport à JP Morgan sur le côté vraiment ESG. La dynamique n'est pas exactement la même forcément. Même aux États-Unis, premier. Oui. Et puis aux États-Unis, non, mais par rapport aux flux globaux sur les ETF, j'entends. On arrive à avoir des flux un peu différents sur le ESG parce que des maisons ont des spécificités quand même. Je pense à BNP par exemple, qui a une spécificité vraiment très ESG. Donc on arrive à avoir des choses un peu différentes en termes d'émetteurs sur les flux. Alors que dans l'univers global, BlackRock, toujours premier, donc toujours premier ce mois-ci, toujours premier sur le début de l'année. Et puis là, une forte collecte quand même globalement, parce que supérieure à leur part de marché. Ça, c'est à noter, quand on a une part de marché aussi importante. C'est toujours ça paraît facile, mais c'est, à mon avis, pas si facile d'arriver à collecter globalement. Amundi est à la deuxième place globalement sur le mois de novembre et fait une très très forte collecte, puisque c'est plus de 20% des flux, donc c'est un très bon mois de novembre pour Amundi. DWS se met en troisième position. Donc là, on retrouve par rapport aux encours, BlackRock, Amundi, DWS, le tiercé dans l'ordre, j'ai envie de dire, parce que c'est en lien vraiment avec leurs encours. Quand on regarde sur qui a gagné, qui a perdu une place, UBS, globalement, a gagné une place parmi les 10 plus gros émetteurs d'ETF. Et il y avait un peu une lutte entre UBS et Vanguard globalement en termes d'encours. Et donc, ils arrivent à prendre un peu d'avance par rapport à Vanguard sur cette année. C'est un peu le match dans le match, parce que c'est
toujours les 3 premiers sont quand même, les places sont prises et c'est très compliqué d'imaginer un changement à court terme, voire même moyen terme. Mais après, donc, du coup, on regarde sur les places un peu en dessous. Et donc là, UBS fait un bon mois, globalement. Il y avait donc 4% de collecte pour les ETF ESG, c'est aussi 4% de collecte pour les ETF actifs en novembre. Exactement, donc là c'est relativement faible aussi. Ce qu'on a pu voir sur toute l'année, c'était plutôt de l'ordre de 8, donc c'est environ la moitié en termes de flux qui ont été vers les ETF actifs. On a alors très petit sur les ETF actifs côté action, environ uniquement 1% des flux qui ont été vers l'actif. Plus important sur l'obligataire, 10%, c'est ce qu'on voit souvent. C'est un peu comme sur l'ESG, on voit souvent plus de flux sur l'obligataire ESG que sur les actions ESG. C'est pareil sur le côté actif. Et là, donc globalement, je le rappelle, en termes d'encours, on est en gros à 3% des ETF actions qui sont en actif, un peu plus, 3-4 sur le côté obligataire qui sont en actif. Donc ça reste très très faible. On avait, depuis l'année dernière, plutôt 8% en moyenne en termes de flux qui vont vers les ETF actifs. Là, on est en dessous du 3%. Donc c'est pas une croissance fulgurante non plus. Non, il y a eu... là, on revient sur des niveaux qu'on avait il y a 2 ans environ. C'était environ les flux sur l'actif. C'était un peu plus important, mais sur le mois d'avant, c'était un peu plus... Et puis l'autre chiffre mystère qu'on dévoile désormais, c'est 32. 32, c'est le nombre de produits ETF qui ont été lancés là au cours du mois de novembre. En Europe, sur le mois de novembre, donc c'est beaucoup intense. C'est un mois intense, exactement, avec 15 sur le côté action, aux obligataires, 4 sur le côté allocation. Vous savez, c'est les ETF qui packagent à la fois des expositions actions, obligations qui vont soit être actifs et qui vont pouvoir bouger, soit qui vont être fixes, qui permettent aussi de s'exposer de manière encore plus diversifiée en étant à la fois sur plusieurs classes d'actifs, un sur les matières premières et un aussi sur le cash. Et donc on en a 5 ESG quand même globalement, donc toujours des émissions, surtout aussi sur le côté obligataire, et 4 ETF actifs globalement parmi ces 32. Donc un mois très intense. Quels sont ceux qui ont retenu votre attention là, Olivier? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a toujours eu des dynamiques quand même, des thématiques sur l'année qui peuvent aussi un peu résumer l'année. Donc on a Amundi qui a lancé un ETF sur la souveraineté européenne, et donc c'est là l'idée, c'est d'être investi de manière équipondérée sur 10 thèmes vraiment liés à la souveraineté en Europe, sur les entreprises du coup qui travaillent sur la souveraineté européenne. Donc on va évidemment retrouver de la défense, l'énergie, l'infrastructure, la santé, enfin plein quelque chose de très diversifié quand même. Très diversifié sur 10 secteurs, mais vraiment avec cette idée d'essayer d'avoir cette idée de souveraineté européenne et de favoriser ce développement. On a toujours la défense aussi, donc on a eu 2 nouveaux ETF par rapport à DK et AN ETF qui ont sorti 2 ETF sur la thématique défense, qu'on peut relier aussi à la souveraineté, même si la souveraineté c'est plus large que juste la défense. On voit un retour aussi des thèses un peu de qualité et de dividendes. Donc on a 3 ETF sur les dividendes, soit aristocratiques, soit les entreprises de haute qualité qui payent des dividendes. Donc on sent cette idée aussi d'arriver à élargir la gamme pour permettre, si jamais le marché était un peu plus tendu, d'arriver à... La qualité a beaucoup souffert en Europe. Exactement. Donc du coup, on voit qu'il y a des positionnements un petit peu comme ça. Et puis on a 2 Odo, par exemple, qui a émis 2 ETF actifs. Odo qui a lancé son offre ETF là au cours du mois de novembre. Exactement. Et donc 2 actions sur le monde et sur les États-Unis globalement, et donc avec des ETF actifs sur le côté action. Bon, en termes de stratégie d'investissement, Olivier, comment on est positionné là pour essayer de terminer tranquillement cette année et aborder le début d'année 2026? On avait remis progressivement du risque. On a passé une bonne partie de l'année plutôt défensif en se disant que le rebond avait été un peu trop important. On était revenu plutôt à la neutralité sur le mois d'octobre et remis du risque sur le mois de novembre, en jouant justement, en estimant que la Fed allait baisser ses taux et donc la liquidité allait aussi aider. Donc on est plutôt surpondéré, donc sur un profil 50-50, on est plutôt à 55% en action pour accompagner ce mouvement. On va rester comme ça à la fin de l'année et pour aborder cette année. On est plutôt constructif sur au moins la première partie de l'année. On pense que déjà ça va être une année d'élection, donc en général ça aide puisqu'on a tendance à vouloir aider le marché globalement et puis avoir des gestes vis-à-vis des consommateurs qui devraient soutenir la croissance. Et puis c'est une année aussi où la Fed devrait continuer à baisser ses taux et il va y avoir le changement évidemment et peut-être la perte d'indépendance, mais en tout cas certainement un nouveau président qui va aller un peu plus vers la baisse des taux aussi, ce qui en tout cas court et moyen terme devrait plutôt être bon pour les marchés actions. Donc on voit pas vraiment de raison de s'inquiéter. Donc on se positionne pour la poursuite d'un rallye. Alors, je ne sais pas si on est en plein rallye ou en tout cas, mais une poursuite de mouvements plutôt favorables et même pour un début d'année, avec on pense plutôt un début d'année plutôt constructif. On ne voit pas vraiment de signaux d'inquiétude, y compris sur la tech. Évidemment, il y aura de la volatilité, mais
on pense qu'il y a du potentiel, il y a de l'intérêt et que ça va continuer normalement à porter. Donc on sera évidemment vigilant et on saura être actif, mais pour l'instant, on est... C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Du coup. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Merci, Malteste, Grégoire. Altéis, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.